Comme notre présente audition n'a pas pris 1 heure et que Madame Guilaine était là, je l'ai fait rentrer immédiatement et donc vous serez peut-être libéré un peu plus tôt que prévu. Voilà, donc c'est notre 4e audition de l'après-midi. L'association Enfance et Partage, dont nous accueillons Madame Isabelle Guilaine, qui représente la présidente qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui, Madame Ruel, et cette association, comme la précédente, mais peut-être qu'il y aura des différences, nous allons le voir, œuvre pour la reconnaissance, la promotion, la défense des droits des enfants. Donc, Madame Guilaine vous propose, comme on l'avait fait auparavant, donner la parole pour 1/4 d'heure, 20 minutes, comme vous voulez, et ensuite, eh bien, il y aura peut-être des questions ou des réflexions auxquelles vous répondrez, et puis on vous donnera de conclure. Vous appuyez sur le bouton rouge, je crois, et voilà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci. Merci de nous accueillir. Comme Monsieur le rapporteur vient de le dire, nous sommes une association de défense des droits des enfants et c'est donc à ce titre que vous nous entendez aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de nous ou juste entendu parler de nous mais ne connaissent pas nos missions. Alors, je vais juste très vite vous décrire ce qu'est Enfance et Partage de façon à ce que vous sachiez dans quel contexte nous évoluons. Depuis 35 ans, nous sommes association reconnue d'utilité publique, pas depuis 35 ans, mais nous existons depuis 35 ans. Et nous accompagnons et défendons les enfants victimes de toute forme de maltraitance et leurs familles. En 88, nous avons créé le premier numéro vert d'écoute et de recueil de situations de maltraitance. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont pris le relais, c'est le 119, et tant mieux, les associations sont là pour montrer ce qui est défaillant au niveau des pouvoirs publics et puis qu'un jour ce soit repris par eux. Les principales missions de l'association s'articulent donc autour de l'écoute, de la prévention, du conseil et du soutien aux enfants victimes. Donc écoute et conseil au travers de notre numéro vert, soutien psychologique car nous avons environ une trentaine de psychologues qui travaillent avec nous et qui prennent en charge la psychothérapie des enfants victimes de maltraitance quand ils ne peuvent pas être pris en charge par les CNP, CNPP et qu'il y a vraiment une urgence à traiter la situation. Et accompagnement juridique et constitution de partie civile, et vous nous avez vu avec la voix de l'enfant dans certains procès récents, avec le lien avec 50 avocats spécialisés. Nous avons également des missions d'administrateurs ad hoc. Nous faisons de la prévention en milieu scolaire, l'information sur la maltraitance et sur les droits de l'enfant. Donc, c'est en s'appuyant sur cette expérience de téléphonie sociale et dans le cadre de ces actions de prévention que Enfance et Partage a décidé en 2008 de créer un numéro vert d'aide à la parentalité qui s'appelle Allo Parents Bébés. Et ce service s'adresse aux femmes enceintes, aux jeunes parents, grands-parents ou proches de l'enfant jusqu'à 3 ans et aux professionnels de la santé et de la petite enfance. Ce numéro s'inscrit directement dans le cadre des actions de prévention, donc c'est vraiment notre cheval de bataille à Enfance et Partage, mis en place par le gouvernement et les professionnels de l'enfance, c'est-à-dire le plan de l'épérennité qui souligne l'importance d'intervenir au plus tôt dans la relation parent-enfant, parent-bébé, afin de déceler les signes qui pourraient affecter cette première relation. Et pour aller plus loin, l'année dernière, nous avons mis en place un service de soutien personnalisé parce que nous nous sommes aperçus que les mamans appelaient plusieurs fois ce numéro. Et donc, nous leur proposons des rendez-vous. Ce sont des professionnels qui répondent à ce numéro. Et nous leur proposons un rendez-vous avec une professionnelle, cette fois désignée, qui va devenir leur référent et qui va les emmener à la réflexion pour aller plus loin et éventuellement avoir un suivi que nous ne faisons pas. Nous sommes juste là pour les accompagner et les faire évoluer dans leur réflexion. Donc, pour nous, s'interroger sur ce projet de loi sur le mariage homosexuel, c'est d'abord s'interroger sur ses conséquences et naturellement les conséquences au regard de la question de l'adoption des enfants des couples par les couples homosexuels. Comme vous n'ignorez sans doute pas, nous n'affichons aucune obédience politique, philosophique ou religieuse. Donc, nous nous intéressons à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et cet intérêt supérieur de l'enfant, eh bien, nous nous basons sur la Convention internationale des droits de l'enfant, bien entendu,
Et à ce titre, notre pays est lié à la Convention internationale de l'enfant qui précise que l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. Donc la question de l'ouverture du droit au mariage aux personnes de même sexe relève de notre point de vue de la liberté individuelle de chacun et de la seule responsabilité du gouvernement. Par contre, la question de l'enfant, de l'adoption, de la filiation s'inscrit dans le cadre des obligations internationales souscrites par la France. Et en ça, je rejoins ce que vous a dit M. Baudis, défenseur des droits. Et comme lui, nous sommes choqués que le projet de loi ne traite de la question des enfants que par voie de conséquence. Alors peut-être un préalable aussi que j'aurais dû faire, c'est notre réflexion, elle ne peut pas se baser sur des expériences de terrain que nous aurions eues au regard des situations de parents homosexuels. Tant au numéro vert d'Enfance et Partage qu'à Allo Parents Bébés, nous n'avons pas connaissance de ces situations-là. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je dis que nous n'en avons pas connaissance. Pourquoi ? Au numéro vert d'Enfance et Partage, parce que nous parlons de maltraitance. Que parler de maltraitance, que de décrocher son téléphone pour parler d'une maltraitance, c'est déjà quelque chose d'extrêmement compliqué. Et que si à ça, on surajoute une situation pas normale, eh bien, c'est encore plus difficile. Donc, les gens ne nous le disent pas ou ne nous appellent pas en nous signalant ce genre de situation. Quant à Allo Parents Bébés, c'est comme le numéro d'Enfance et Partage, c'est un numéro anonyme et gratuit. Nous sommes là pour accompagner les gens dans leur démarche. Nous ne sommes pas là pour les questionner sur leur mode de vie, pour les juger. Donc, nous ne questionnons pas les parents sur la façon dont ils vivent. Et donc, nous pouvons tout à fait avoir un papa qui appelle en disant que la maman a tel ou tel problème, mais cette maman est-elle une maman ou un autre parent? Nous ne le savons pas. Donc nous ne pouvons pas nous baser sur une expérience de terrain pour parler de cette question. Par contre, c'est vrai que forcément, nous avons une opinion par rapport à l'enfant. Et nous considérons que la société a évolué et qu'il nous paraît indispensable de donner un cadre juridique aux enfants élevés par des parents de même sexe. Nous sommes aujourd'hui face à une réalité, quoique apparemment difficile à chiffrer. Je ne sais pas si... voilà, on a un peu évolué sur les chiffres, mais on oscille entre 40 000 chiffres de l'INSEE et 200 000 chiffres donnés par Marie Derain, défenseur des enfants, qui vivent dans des familles homoparentales où un seul parent a des droits. Ces enfants, comme tous les autres, ont le droit de pouvoir compter sur leurs deux parents, de pouvoir être protégés par eux, de se revendiquer enfants des deux. Nous leur devons un statut, une reconnaissance, nous leur devons une protection. Donc nous estimons qu'il y a une nécessité d'une reconnaissance juridique de la réalité homoparentale. Je dirais qu'il en va de la sécurité et surtout de leur avenir, car nous savons que les enfants ne peuvent se construire, ne peuvent devenir adultes que quand ils évoluent dans un cadre sécurisant. Or, aujourd'hui, ces enfants-là n'ont pas de cadre sécurisant, puisque, quelque part, ils n'existent pas. Dans cette droite ligne, qu'en est-il de la filiation? La présomption de paternité ne pouvant s'appliquer aux couples de même sexe, quelle est la place pour le tiers, le parent biologique? Nous souhaiterions que les enfants soient égaux, quel que soit le statut social de leurs parents. Il y a une vraie nécessité à distinguer, de notre point de vue, les fonctions parentales des fonctions génitales. De même, il nous paraît indispensable que les enfants aient le droit, et là je dis le droit au sens juridique, fort, de connaître leurs origines pour les raisons que nous avons expliquées plus haut, c'est-à-dire que comment va se construire un enfant qui ne connaîtra pas ses origines. Et je pense que ça rebondit sur ce que vous avez entendu. Je n'ai entendu que la fin de l'intervention de Mme Brousse tout à l'heure sur l'adoption. Mais il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça. Et c'est vrai que nous aussi, on estime que le projet n'est pas suffisamment clair au niveau de l'adoption, parce que tout ça doit être strictement établi, écrit, que l'enfant sache exactement où il va et ce qu'il va devenir.
Le droit a évolué puisque nous sommes passés d'une situation patriarcale à un modèle matrimonial. Il y a eu le partage de l'autorité parentale, également les droits identiques qui ont été reconnus entre enfants légitimes et illégitimes. Nous voyons donc bien que notre droit a dû s'adapter. Il a su s'adapter et il a tenu compte de l'évolution de la société. Et à ce titre, aujourd'hui, nous devons tenir compte de cette nouvelle parentalité. Aujourd'hui, il faut que des parents puissent se faire passer, je dis bien aujourd'hui, puissent se faire passer pour de vrais parents. Et dans le cadre de l'adoption, celle-ci doit apparaître comme de la procréation. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et nous savons que nous avons menti à bon nombre d'enfants, que nous leur avons masqué la vérité sur leurs origines biologiques. Donc nous nous inquiétons sur le devenir de ces enfants qui n'ont pas eu cette connaissance-là, qui n'ont pas accès à la vérité, qui ne savent pas sur quoi se construire exactement. Il ne faut pas que nous fassions des parents biologiques des rivaux des parents sociaux. Et c'est en cela que le droit doit se construire toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit pouvoir se construire avec son histoire. Nous avons eu hier un colloque pour Allons parents bébés, et à ce colloque sont intervenus des psychologues, dont Sophie Marinopoulos, que vous connaissez sans doute, et qui nous a dit qu'elle pensait que nous n'avions pas besoin d'être à l'origine biologique de l'enfant pour en devenir parents, que pour elle, penser la différence est essentiel et que nous ne devons pas amputer les enfants de leur construction psychologique. Donc nous sommes inquiets que dans le projet de loi, on n'adapte pas la loi aux couples de même sexe désirant se marier et élever des enfants ensemble. Il n'y a pas, de notre point de vue, de réponse adaptée à l'intérêt de l'enfant. Et puis pour terminer, j'ai envie de dire que nous sommes dans un contexte passionnel, transgressif. Hier, Sylvain Missonnier nous disait que très justement, nous étions en train de toucher aux poutres maîtresses de l'architecture du sujet. Et c'est pour ça que ça perturbe tout le monde. Et comme lui, j'ai envie de dire qu'il faut distinguer la polémique du débat, et que ce qui semble faire défaut aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu de tolérance et d'humanité dans ce débat. Voilà. Merci beaucoup, madame. Mais je crois qu'au Sénat, il y aura de la tolérance, oui. Et de l'humanité. Mais on parle et que les séances de la scène médiatique, plutôt. Alors, je abandonne la parole à la rapporteure pour avis, madame Michèle Meunier. Voilà. Merci. La bienveillance et la bientraitance, c'est bien. Moi, j'ai un commentaire, peu de questions à l'association Enfance et Partage que je connais bien sur mon département pour avoir travaillé sur la protection de l'enfance pendant des années. Donc, je sais bien que votre cœur de sujet, c'est vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant, la protection de ce sujet et puis surtout les actions de prévention, quelles qu'elles soient. Donc, quelques réflexions. Vous dites... comme un regret que c'est par voie de conséquence que l'on parle de l'enfant. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment le sujet d'un projet de loi de mariage entre personnes de même sexe. Donc, voilà. Donc, c'est un regret, mais c'est quand même aussi la façon dont l'enfant arrive par le biais du mariage. Vous avez parlé donc de l'adoption et comme l'association précédente, mais pas forcément de la même manière, vous avez souhaité qu'il y ait une mise à plat sur cette question et je pense qu'on est d'accord là-dessus et qui dépasse bien sûr la question du mariage entre personnes de même sexe. Voilà. Et puis, sinon, oui, vous faites aussi, mais on l'a déjà entendu, la différence entre l'engendrement, enfin le parent géniteur et le parent social. Voilà. Et puis vos propos de tolérance et d'humanité, on ne peut que le partager et on le constate depuis simplement hier, mais on a eu quelques occasions déjà de constater que le ton n'était pas forcément ni à la polémique, ni aux invectives qui n'ont jamais rien de bon de toute façon quand il s'agit de parler de loi. Voilà, donc pas de questions, mais comment ? Je voulais juste peut-être vous dire, par exemple, qu'en France et Partage, nous avons mis un jeu en place, un jeu qui s'appelle En route vers mes droits, qui est un jeu pour faire découvrir aux enfants les droits de l'enfant. Et naturellement, dans un des droits, il y a le droit à une famille.
Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, quand on va dans une classe et qu'on explique à un enfant ce qu'est une famille, on ne peut pas dire aujourd'hui une famille, c'est un papa et une maman, parce que sinon, on va avoir des petits doigts qui vont se lever et on va stigmatiser ses enfants. Donc voilà, c'est juste, je pense qu'il y a une vraie adaptation de notre société à une réalité. Très bien. Ça me va très bien, ça. Madame Virginie Kless. Une question très simple et très concrète. Une des associations qu'on a reçues aujourd'hui nous a dit avoir vu exploser le nombre d'appels sur leur numéro vert de soutien, etc., depuis justement ces outrances sur la scène médiatique ou autres qu'on a pu entendre les uns ou les autres. Est-ce que vous avez constaté la même chose ou pas? Non, on ne peut pas dire ça. Le seul constat que nous faisons à ce jour, c'est que, puisque nous sommes un numéro d'appel contre la maltraitance, aujourd'hui les appels que nous avons concernent de moins en moins de la maltraitance à proprement parler, et tant mieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, mais, voilà, mais que souvent le problème c'est l'enfant objet du conflit familial. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'il n'y a pas une famille idéale, parce que dans la famille dite traditionnelle aujourd'hui, avec les familles recomposées, etc., on s'aperçoit qu'on ne sait pas le traiter d'ailleurs. Hein, ça devient vraiment problématique pour nous parce qu'on ne sait pas comment orienter ces personnes. Mais c'est vraiment le vrai sujet d'actualité aujourd'hui. C'est plus ça pour nous, en tout cas. D'autres questions? Alors, j'ai vu, moi ça m'a beaucoup intéressé, c'est une réflexion, mais j'ai vu que vous y étiez... pour la connaissance des origines. Oui. C'est ma position aussi. Alors, bon, cette question, elle est plus ou moins réglée, enfin à peine dans le cadre de l'adoption, puisque maintenant, les enfants adoptés peuvent avoir connaissance de leur dossier à un certain moment. Elle se posera inévitablement si on légalise les voies thérapeutiques de parentalité. Tout à fait. Tout à fait. Et alors là, vous direz quoi? Je pense qu'il faut qu'un enfant connaisse la vérité sur la façon dont il est venu au monde. Et ça lui permet de se construire. Un enfant est capable de se construire s'il a une histoire. Et cette histoire est claire. Enfin, je me place du point de vue des psychologues et psychothérapeutes qu'on a pu questionner, interroger sur la question. Si je vous pose la question, c'est mon point de vue, donc je suis très heureux de votre réponse. Qui, je dirais, est une réponse qui n'est pas une réponse de spécialiste. Voilà. Non, c'est la réponse de terrain, j'ai envie de vous dire. Et ça, je trouve que c'est assez fort parce que sur les pédopsychiatres ou psychanalystes, les opinions sont totalement différentes. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. En général, c'est comme on le connaît, c'est comme les juristes. Hein. On sait à quoi on veut aboutir, et puis par rapport à ce à quoi on va aboutir, on construit. On va construire, voilà. Oui. Donc, mais en tout cas, on ne fait aucune illusion sur ce genre de discours. Dans les dossiers que nous traitons, eh bien, effectivement, je pense que ça aide à la reconstruction de l'enfant quand l'enfant connaît son histoire. Alors, Virginie, encore Kless. Oui, justement. Madame Kless, pardon. Je vous en prie, pour Monsieur le procès verbal. Je vous en prie, Monsieur le Président. Justement, sur ce sujet des origines, je viens de noter un tout petit glissement sémantique entre monsieur le rapporteur et madame Guilhem, c'est-à-dire que les origines doivent être connues. La réponse est oui, l'histoire. Et justement, il me semble que les origines et l'histoire, c'est pas forcément tout à fait la même chose et que ça regroupe pas forcément tout à fait la même chose. Les origines, ça peut être simplement un nom, une identité, un lieu de naissance, etc., etc. Donc non-identité, et l'histoire peut parfois se passer du nom et l'identité, et le nom et l'identité ne font pas forcément l'histoire. Donc moi, il me semble, effectivement, mais une fois de plus, c'est pas non plus un avis de spécialiste, c'est un avis très subjectif, peut-être lié aussi justement à mon passé et mon histoire à moi. Il me semble que ce qui est important dans les origines, c'est effectivement l'histoire d'un enfant. C'est pas forcément un nom de parent, donc c'est pas forcément un anonymat levé. Je vous suis sur ce terrain. Michel. Les histoires ne sont pas des histoires heureuses. Il y a parfois des récits de violence, des créations de violence. Donc l'enfant aussi, s'il a à connaître ça, s'il a accès à ça, comment
ça participe à sa construction. Et puis l'accès aux origines, moi je suis pas hostile, pas opposée, mais n'oublions pas aussi le droit à la femme de pouvoir continuer à accoucher sous secret, si c'est son... Mais c'est en ça qu'on rejoint l'histoire. Voilà. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Bon, mais vous nous avez convaincus, alors. Donc. Bon, merci beaucoup, Madame Guilaine. Merci, mes chers collègues.